C'est bon? Là, non, déjà. C'est lancé. Ouais. Après une triste prestation à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions indomptables du Cameroun sont en train de quitter leur hôtel abidjanais à l'instant même. Le bus qui devrait les transporter pour l'aéroport certainement va quitter dans quelques instants seulement l'hôtel Novotel d'Abidjan. Yvan, bonsoir et bonsoir à vous aussi amis internautes. Les Lions vont quitter la ville d'Abidjan. On a envie de dire un peu avec du regret, la queue dans les jambes. Ouais, la queue entre les jambes, parce que c'est un lion très maigre, pour ne pas dire des chats ou des chatons qu'on a vu ici en terre abidjanaise. Même si nous, personnellement, en tant qu'analystes critiques avisés, on ne nourrissait pas tellement d'espoir par rapport au contexte, par rapport à la préparation, par rapport à un certain nombre de choses qu'on a vu de cette équipe. Et donc c'est logique, et aujourd'hui ils sont en train de quitter la Côte d'Ivoire tel que le règlement. Je crois que le règlement permet que vous restiez encore 48 heures maximum. Ouais, après élimination. Voilà, après élimination, et donc là ils sont dans les délais, et malheureusement ils vont partir beaucoup plus tôt que les autres. Des Lions donc qui ont fait un spectacle pas du tout réluisant dans le jeu, qui ont brillé par une pauvreté déconcertante au niveau de la production, au niveau des différentes animations, que ce soit défensives, que ce soit offensives, qui ont pris des buts, qui en ont aussi certes marqué, mais qui au finish ont été éliminés par une équipe nigériane qui n'a pas trop forcé son talent, mais qui à la fin a réussi à l'emporter sur un score de 2-0, même s'il faut dire quand même que cela est tributaire à des erreurs individuelles de notre part dans le premier temps, et qu'aujourd'hui, voilà, on ne devrait en vouloir à personne, qu'à nous-mêmes, qu'à nos joueurs qui n'ont pas été à la hauteur de la tâche, mais il restera quand même que cette CAN n'a pas été exempte de tout soubresaut, de tout mouvement, de tout événement qui puisse permettre aux garçons de se préparer et de travailler de façon assez sereine. Ouais, comme je le disais tout à l'heure, malheureusement on a sémé les ingrédients d'une débâcle. On s'en sort miraculeusement en phase de poule face à la Gambie. Mais malheureusement, les miracles sont ce qu'ils sont. Ça n'arrive pas tous les jours. C'est pour ça qu'on parle justement de miracles. Et sur ce match face au Nigeria, on est tombé sur une équipe qui pourtant dans le jeu, je n'ai pas trouvé flamboyant. Elle n'a pas forcé son talent. Mais qui a des forces certaines, ouais, et qui a des assurances sur certains aspects de son jeu. Et c'est précisément ça c'est précisément ces éléments-là qui ont fait la différence. Et en face, on avait une équipe du Cameroun qui était dans la navigation à vue et qui n'avait pas un quelconque pilier sur lequel s'appuyer. Donc au final, le résultat il est logique. Alors tu évoques ces ingrédients qu'on s'est nous-mêmes apprêtés pour pouvoir se créer les conditions d'une débâcle, d'un échec. Il n'y a que d'un point de vue strictement technique, les Lions ont brillé par de véritables balbutiements technico-tactiques avec beaucoup de changements dans les 11 entrants régulièrement. Jamais les Lions n'ont aligné le même 11 dans la compétition, mais ça c'est pas nouveau parce que beaucoup d'équipes le font. Mais après dans le contenu, on s'attendait quand même à voir un peu une équipe qui à l'entraînement au moins travaille et bosse des systèmes de jeu et qui essaie de les appliquer lors des matchs. Mais malheureusement, ce qu'on a vu ne témoignait pas d'une équipe qui a quand même passé un stage du côté de l'Arabie Saoudite et qui a aussi et surtout eu des séances d'entraînement de veille de match. Ouais, il n'y avait rien dans le contenu, ça ne transpirait pas ou alors ça ne reflétait pas une équipe qui travaillait véritablement ces systèmes de jeu et qui les répétait lors des séances d'entraînement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était pas nouveau. Déjà avant la compétition, on avait les mêmes inquiétudes, on se posait les mêmes questions, les mêmes interrogations planaient au-dessus de cette équipe comme une épée de Damoclès. Et malheureusement, cette épée-là est redescendue sur l'équipe pendant la compétition et s'est positionné comme étant un plafond de verre à l'évolution de l'équipe dans le tournoi. C'est un contexte qui n'est pas nouveau. C'est pratiquement à ce à quoi on observe depuis que Rigobert soit à la tête de cette équipe. Mais très souvent, on a été sauvé par nos individualités dans les compétitions. En Coupe du Monde,
On a été sauvé par des éclairs de génie de Vincent Bakar, notamment contre la Turquie, contre la Serbie et le Brésil. Dans les qualifications contre le Burundi au match retour, et même un peu à l'aller contre ce même Burundi là et la Namibie. On a Baralan Bomo qui malheureusement n'était pas sur ce match-ci. On a parfois eu Olivier Kemen. Mais quand une équipe manque de consistance sur le plan collectif et qu'en plus elle est lâchée par ses individualités, ça produit ce que ça a produit. Et finalement on se dit qu'on ne pouvait pas attendre mieux de cette équipe-là qu'une élimination aussi précoce de la compétition. Allez, le bus à l'instant est en train de décoller du Novotel, d'Abidjan, avec des joueurs qui ils sont une dizaine seulement, hein, parce qu'il faut dire que la plupart de ces joueurs-là sont partis quand même depuis la veille et d'autres sont revenus vers le Cameroun et certains ont directement regagné leurs différents clubs respectifs. Le bus, il s'en est donc allé avec à l'intérieur le sélectionneur manager de l'équipe nationale du Cameroun, Rigobert Song. Nous sommes toujours postés là au niveau du Novotel d'Abidjan à suivre cette équipe nationale du Cameroun, ou son départ, parce qu'ils sont partis vers l'aéroport, disons-le comme ça. Mais Yvan, il reste que sur ce qu'on a vu de cette équipe-là pendant toute cette compétition, effectivement tu le relevais tout à l'heure, on s'est nous-mêmes créé les conditions d'une débâcle. Mais après, il faut aussi et surtout se dire que ces conditions-là étaient quelque part peut-être inévitables du fait d'un certain nombre d'éléments liés à une préparation aussi qui elle-même, certes, a été plutôt correcte parce que c'est préparé en Arabie Saoudite, c'est quand même voilà ce qu'on peut avoir de mieux. Mais après, sur place à Abidjan, il y a eu tellement d'événements qui n'ont pas permis, n'est-ce pas, à ce que le groupe soit suffisamment serein. J'évoque notamment, en parlant de ces événements-là, l'hyper-présence du président de la fédération qui a été évoqué par beaucoup de joueurs en off avec qui nous on a discuté, beaucoup d'autres personnes même d'ailleurs autour de cette équipe nationale du Cameroun là, qui ont estimé que certaines séances d'entraînement même dans l'équipe du Cameroun ont été dirigées ou alors coordonnées par le président de la fédération et sincèrement, de mémoire de reporter, de mémoire d'analyste, on n'avait jamais vu une telle situation dans le football, du moins le football de sélection, et on a envie de se dire que quelque part les gens des uns les autres ne sont pas restés à leur place et du coup conséquence on sort de la compétition la queue entre les jambes. Oui, on a à peu près même pas à peu près, on a on a le même niveau d'information. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se cacher, hein, il ne faut pas aller par quatre chemins pour le dire. Le président de la fédération est aujourd'hui un des plus gros problèmes de cette équipe du Cameroun. Quand vous discutez avec les joueurs, tous fustillent son hyper présence, la volonté à vouloir à tout prix assujettir les joueurs, à vouloir à tout prix se positionner comme étant la star de l'équipe. Pourtant la star normalement dans une équipe, ce sont les joueurs, même si lui aussi est une star, mais aujourd'hui il n'est plus. Il est même une grande star que ces joueurs-là, voilà. Mais c'est leur moment et donc il devrait leur laisser la place. Voilà, et l'autre volonté aussi à ne pas forcément laisser le staff technique avoir les coudées franches. On a beaucoup tiré sur Rigobert Song qui a forcément une grande responsabilité aussi dans cette débâcle des Lions, parce que si vous vous laissez imposer des choix, c'est que quelque part vous manquez un peu de karaté, vous manquez de personnalité. Mais cette façon de faire là de l'administration de la fédération a été probablement le nerf gordien ou alors l'épine dorsale des difficultés et de l'élimination que le Cameroun a consommé dans cette catégorie. Mais Yvan, je te coupe pas, mais il y a quand même que Samuel Eto'o a quand même été un grand joueur. Et donc, il pourrait avoir son mot à dire, son mot à donner dans une composition d'équipe, dans une mise en place tactique. C'est peut-être pas de son droit de façon légale, mais d'un point de vue légitime, de la légitimité, en tant qu'ancien joueur, il peut donner son mot, n'est-ce pas? Oui, il peut discuter avec le staff, c'est-à-dire qu'en off, même s'il n'était pas président de la fédération, vous dites bien que Rigobert Song, forcément il y a des anciens joueurs, des entraîneurs qui, dans le souci d'apporter leur contribution à la bonne santé de l'équipe, peuvent faire un message à Rigo pour lui dire tiens, on a observé si est-ce que tu ne penses pas que tu peux modifier ça ou ça. Ça doit rester un avis. Ça doit rester un avis et ça doit être vraiment à titre consultatif. Et ce n'est que Rigobert Song qui doit décider s'il prend en compte les avis qu'on lui donne ou pas, parce que il reste le patron de la dimension technique de l'équipe. Mais quand, au-delà de ça, ça devient plutôt l'avis du président de la fédération a tendance
à supplanter les avis du coach. Quand certains gens nous disent que le président anime les séances de préparation vidéo, il fait des invectives à certains joueurs. Je me souviens de notre confrère Didier Nono qui disait sur un média européen, un média français, qu'il a invectivé d'une certaine façon Jean-Kevin Nkoudou sur son placement et sur la notion du replacement défensif. Oui, tout à fait. On ne va pas forcément citer aussi les noms des joueurs avec qui on a eu des discussions et qui nous ont confié un certain nombre de choses. Tout à fait. Mais c'est simplement venu confirmer un certain nombre d'informations qu'on avait déjà par rapport à certaines sources qui étaient également dans la tanière. Donc j'étais disant que si cette cette omniprésence du président là, qui a tendance à mettre un peu sous les ténoirs ou à mettre dans l'ombre les personnes même qui sont censées. C'est pas pour rien que dans une équipe, dans une organisation, il y a ce qu'on appelle un organigramme. Oui. Dans un organigramme, il y a des postes qui sont définis et il y a des gens qu'on affecte à ces postes de responsabilité là. Oui. Même si vous avez le potentiel pour être à un poste, si vous n'êtes pas celui qui dans l'organigramme est censé occuper ce poste là, vous devez vous faire petit, vous devez être dans l'ombre et laisser celui qui a été nommé à ce poste là prendre ses responsabilités. Et si vous avez un avis, ça reste un avis, je précise, à lui donner, vous le lui donnez s'il est réceptif à recevoir votre avis. S'il ne l'est pas, vous le laissez faire son travail parce qu'après, c'est lui qui doit rendre compte, c'est lui qui doit être face à ses responsabilités. Mais là, quand vous fonctionnez comme ça fonctionne, le Cameroun n'est pas le premier pays au monde. Je pense que la Zambie a gagné la CAN en 2012, en 2013, avec Kalusha Boualia comme président de fédération. Il y a un club que j'aime très bien citer, le Bayern de Munich, qui est un exemple de management dans le monde entier. La plupart, quasiment, quand vous regardez le top management de l'équipe, 80-90% sont les anciens joueurs de l'équipe. Au Lyonnais, Oliver Kahn. Un coach vous dira rarement que au Lyonnais, Oliver Kahn, Rummenigge et Tessera ont la volonté de vouloir lui imposer des choses, de vouloir lui dire comment il doit entraîner son équipe ou animer les séances statiques ou les séances vidéo. Parce que c'est lui l'entraîneur et à un certain moment, il faut pouvoir avoir la hauteur en tant que président de fédération, d'accepter qu'il y a un entraîneur qui est là et de pouvoir le laisser travailler. Et donc, j'espère que pour une fois, on va pouvoir tirer les leçons parce qu'on a échoué au mondial, on n'a pas tiré les leçons. On a eu une campagne de qualification pour la CAN assez laborieuse, on n'a pas tiré les leçons. Sur cette Coupe d'Afrique des Nations, j'espère qu'on va pouvoir avoir la lucidité de tirer les leçons et de pouvoir à l'avenir justement capitaliser sur ces échecs-là pour pouvoir pourquoi pas envisager quelque chose de meilleur, même si connaissant le contexte, connaissant comment ça fonctionne, connaissant comment le management actuel de la fédération a eu à opérer jusqu'ici, je suis sceptique, mais j'ai envie de me tromper. Mais Yvan, vraiment pour sortir de cette question-là et de cette hyper-présence du président de la fédération que tu évoques, on le sait tous, désormais ce n'est plus un secret pour personne, que ce soit au Cameroun ou même dans le monde entier, que effectivement il a eu il a eu à mettre de sa main dans la pacte du Rigobertson pour pouvoir lui imposer un certain nombre de choix et un certain nombre d'idées. On l'a appris de beaucoup de sources qu'on ne va pas dévoiler ici. Mais est-ce que vraiment de façon péremptoire, est-ce que un avis tranché, on pourrait conclure aujourd'hui que le président de la fédération a un peu pourri la CAN des Lions en Côte d'Ivoire? Oui, moi je peux le dire de façon péremptoire. Okay. Quand vous avez un entraîneur qui... argument. Justement, je m'en vais vous donner les arguments. On a appris le clash qu'il y a eu avec certains joueurs dans la tanière, notamment André Onana. Aujourd'hui, des sources que nous avons eues, de plusieurs sources qui, indépendamment l'une de l'autre, sont concordantes. On peut dire qu'il y a eu un certain nombre de ceux qui se sont passés dans la tanière. Quand vous avez un entraîneur qui fait son animation tactique de veille de match, qui sont en 11 et que le 11 sort, le 11 change à 2 heures ou 3 heures de la rencontre parce que le président aurait donné des instructions à l'entraîneur de ne pas aligner tel ou tel joueur. Forcément, ce sont des choses qui pourrissent l'environnement au sein de l'équipe. On a eu d'autres joueurs qui nous ont clairement dit que certains joueurs cadres de l'équipe ont à plusieurs, sur les 2 derniers matchs, notamment contre le Sénégal et contre la Zambie, dit clairement au coach qu'il n'était pas d'accord avec certains changements au sein de l'équipe, notamment la non-titularisation d'André Onana sur le dernier match, estimant qu'on a joué un match suffisamment important et qu'il faudrait que les meilleurs joueurs soient alignés au meilleur poste, soient alignés sur le terrain, de telle sorte que si l'équipe doit perdre, que l'équipe perde au moins avec ses meilleurs éléments sur le terrain. Et donc, quand vous avez ces différentes ingérences, ces différentes interférences-là, qui perturbent le travail du coach et qui, au niveau des joueurs, perturbe également la stabilité psychologique mentale des joueurs, ça va de soi que cette façon de faire-là a eu un impact négatif sur la performance des Lions dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Les raisons, elles sont donc désormais claires, les raisons d'Yvan Kamoa qui estime et pense que le président de la fédération a une part importante de responsabilité sur la débâcle des Lions indomptables ici, dans cette CAN, la 34e du genre, en Côte d'Ivoire. Vous aussi, un commentaire, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que Samuel Eto'o, le président de la fédération, a une part de responsabilité dans l'échec, la débâcle des Lions indomptables?
laissez-nous vos commentaires et continuez de partager ce direct. On va avancer, Yvan, toujours dans cette de ce débriefing de cette compétition des Lions indomptables du Cameroun, et s'arrêter un peu sur les propos de Joseph-Antoine Bell qui défraie la chronique depuis un certain temps déjà. Lui, il estime que quand on dit qu'on est en reconstruction avec un groupe de joueurs qui, malheureusement pour la plupart, sont quand même des joueurs qui sont au-delà de 27 ans, ça veut dire que quelque part, on est beaucoup plus dans de la communication que dans l'idée de réaliser des actions concrètes. Il a poursuivi en disant, toujours chez nos confrères de Radio France Internationale, qu'en réalité, il faut arrêter l'esbrouf, il faut arrêter la manipulation. Pourquoi? Parce que en Coupe du Monde, on a promis qu'on allait gagner la Coupe du Monde. On ne l'a pas fait. À la CAN aujourd'hui, évidemment, quand vous promettez la Coupe du Monde aux Camerounais, la CAN, ça doit être une formalité. Là, on sort en 8e de finale et on trouve pour excuse la reconstruction. Est-ce que pour vous, la notion de reconstruction aussi est juste une excuse, ou alors c'est quelque chose qui tient véritablement la route? Non, je suis totalement d'accord avec Joseph-Antoine Bell. Et d'ailleurs, Noutolo aussi. Oui, Noutolo aussi, d'ailleurs, qui a dit qu'il faut qu'on arrête de prendre pour prétexte la question de la reconstruction. Oui. Joseph-Antoine Bell, avant cette rencontre, avait tenu des propos quasi similaires et beaucoup s'en sont pris à lui. Et comme les Camerounais, chez nous, on aime souvent parfois regarder le doigt au lieu de regarder la lune qu'on est en train de vous indiquer. Malheureusement, les faits lui ont donné raison et je souscris totalement à son postulat. Et je pense que c'est un exutoire que Rigobert et les autres. J'ai parlé de Super Cyril Langagère dans une de nos productions. Je vais reprendre cette expression-là justement pour qualifier l'attitude de Rigobert Song qui estime qu'il est dans la reconstruction. Je pense qu'il a très vite senti que le naufrage allait arriver et il a essayé de regarder pour voir sur quelle piste il pouvait s'engouffrer pour justifier justement un exutoire sur lequel il pouvait s'engouffrer pour justifier la débâcle que lui-même il voyait arriver à l'horizon. Quand il parle de jeunesse, je me suis amusé à faire un calcul. Dans cette Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe qui a la moyenne d'âge la moins élevée, c'est-à-dire que l'équipe qui a la moyenne d'âge, l'effectif le plus jeune en termes de moyenne d'âge, c'est la Mauritanie qui est en train de jouer actuellement contre le Cap-Vert avec une moyenne d'âge de 24 ans et 9 mois, donc pratiquement 25 ans. Déjà à 25 ans, si vous avez un effectif du moyen d'âge de 25 ans, vous ne pouvez pas estimer que vous avez un groupe jeune parce qu'à 25 ans, on n'est plus tout à fait jeune. Maintenant, si on va dans l'effectif du Cameroun... Il y a eu des ballons d'or à 25 ans, voilà, moins de 25 ans bien sûr. Et maintenant, quand vous allez dans l'effectif du Cameroun, il y a 15 joueurs du Cameroun qui ont 27 ans ou plus. 15 joueurs. C'est plus de la moitié. Il y a 15 joueurs du Cameroun qui ont 27 ans ou plus. Maintenant, quand vous avez dans un effectif plus de la moitié qui a 27 ans, et que vous venez nous vendre l'idée selon laquelle vous avez un effectif qui est jeune et que vous êtes dans la reconstruction, j'ai envie de dire que Rigobert Song, ce n'est pas lui qui a sélectionné ces joueurs. Ce n'est pas lui qui les a sélectionnés, il ne les connaît même pas. Parce que si vous connaissez votre effectif, vous ne pouvez pas venir en conférence de presse dire que vous avez un effectif qui est jeune et que vous êtes dans la reconstruction. Ça, c'est d'un de deux. Reconstruire ne suppose pas qu'on doit mal jouer. Reconstruire ne suppose pas qu'on doit être calamiteux dans le jeu comme on l'a été lors de nos 4 matchs dans cette compétition. Si vous avez un effectif jeune, être jeune n'est pas un prétexte pour mal jouer. Les U17 ne jouent pas forcément mal. Les U20 ne jouent pas forcément mal. Les U23 ne jouent pas forcément mal. Et donc, et d'ailleurs, il faut dire qu'en football, généralement, les jeunes ont cette particularité de produire le meilleur en termes de qualité parce qu'ils sont un peu insouciants et donc qualitativement ils se mettent pas trop de pression et produisent un jeu qui qualitativement est quand même le meilleur généralement par rapport aux jeunes qui jouent la gagne et donc qui parfois te font un boring football avec l'intention de toujours gagner. C'est pourquoi j'ai parlé de Super Cyril Langagère tout à l'heure. Donc Rigobert Song il essaie de se sauver, de s'accrocher à ce qu'il peut, mais malheureusement il s'accroche sur une branche qui est complètement pourrie et qui va l'entraîner dans les tréfonds de l'océan parce que si vous prenez l'argument de la jeunesse, être jeune n'est pas une excuse. On peut perdre parce qu'on est jeune. Mais au moins vous montrez quelque chose. Au moins dans le contenu, vous montrez que vous montrez de l'engagement sur le plan individuel, de l'abnégation, de la détermination. Vous montrez sur le plan technique de la cohésion, sur le plan tactique, une certaine organisation pour montrer que ce que vous faites, vous maîtrisez au moins ce que vous faites, mais les erreurs liées justement à la jeunesse peuvent vous permettre de perdre des rencontres. Et non, donc là, l'argument de la jeunesse ne passe pas. Et là, on vient de démontrer que le groupe de Rigobert Song n'est pas un groupe jeune, parce qu'avec un groupe qui a plus de 15 joueurs au-dessus de 27 ans, c'est pas un groupe jeune. Et donc, quand vous avez un groupe qui a cet âge-là, ça suppose que vous avez un groupe qui est mature. Et donc, dans une telle compétition, on doit pouvoir faire montre de cette maturité-là et avoir une qualité de jeu qui soit quand même, quand on s'appelle le Cameroun, d'un certain niveau. Donc, quel que soit le bout par lequel on le prend, il n'y a véritablement pas d'éléments à la décharge de Rigobert Song. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il a simplement
était avant-gardiste, en voyant que la débâcle pointait à l'horizon, et il a essayé justement de trouver un subterfuge, un exutoire sur lequel il devait s'engouffrer, mais malheureusement, l'exutoire dans lequel il s'est engouffré s'est avéré être une cage à lion. Alors nous on a suivi d'autres choses parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes à Abidjan et on va les partager avec nos internautes qui nous suivent attentivement. Alors je commence par la fin en disant ceci, en posant la question d'abord, est-ce que les Lions dans le jeu n'ont pas manqué d'humilité? J'explique la question. Alors il se passe qu'après les deux premiers matchs, les Lions jouent d'une certaine façon et que après le premier match, on joue d'une certaine façon qui n'est pas assez correcte et à partir du deuxième match, le président de la fédération estime qu'en tant que Cameroun, on ne peut pas se permettre de jouer de façon aussi ennuyeuse et qu'il faut mettre sur pied un système qui permette désormais d'avoir la position de balle et de faire le jeu. C'est la raison pour laquelle lors du deuxième match déjà je crois, ou troisième, on passe dans un système à 3-4-3 pour avoir de la position de balle et montrer qu'en fait nous sommes le Cameroun. Sauf que on a tous vu que dans ce système de jeu, on a complètement été à la traîne, on a complètement été baladé par nos adversaires. Et au niveau même de la production, on avait régressé par rapport à ce qu'on a quand même montré en début de compétition face à une équipe comme celle de la Guinée. D'où ma question aujourd'hui, Yvan, est-ce que dans le jeu, est-ce que dans l'approche tactique des rencontres, on n'a pas été assez orgueilleux, alors trop orgueilleux, alors que collectivement, on n'a pas suffisamment de rudiments qui nous permettent de pouvoir faire du jeu de possession? Non, moi je pense que ce n'est pas dit qu'on a été orgueilleux, je suppose qu'on sait ce qu'on est en train de faire et qu'on a juste un excès de confiance. Okay. Mais quand vous regardez la façon, le mode opératoire de ce staff technique là, de tout ce on a appris qui s'est passé en backstage dans cette équipe, vous comprenez simplement qu'on était dans le colmatage de bricolage, c'est-à-dire qu'on avait tellement de problèmes avant les matchs, il y avait tellement de problèmes extra sportifs qu'on n'avait même pas le temps de préparer de façon optimale la rencontre. Et donc le jour de la rencontre arrivant, et comme il fallait absolument présenter une équipe qui devait jouer, on était dans le bricolage, le colmatage, la navigation en vue, bref, je pense que c'était un galimatia géant. Et Rigobert Song et tout l'encadrement administratif et technique des Lions était simplement dans le bricolage et dans l'embrouille, j'ai envie de dire. Parce que nous on l'a dit ici, nous à notre petit niveau, qui n'avons pas joué au niveau où ils ont joué, on est capable sur le plan tactique d'identifier que cette équipe du Cameroun n'est pas capable d'être performante dans un système à 3-4-3 qui a des exigences que malheureusement notre équipe n'a pas. Oui. Comment vous pensez qu'eux ils ne sont pas capables de le faire? Ça témoigne simplement de ce qu'on est dans la navigation en vue et qu'on est dans des choix à tête chercheuse. Que ce n'est pas des choix qui reposent forcément sur des fondamentaux qui ont été travaillés, sur des éléments de certitude, mais que ce sont des choix qui reposent sur la navigation en vue et qui sont simplement des choix à tête chercheuse. Des choix à tête chercheuse donc pour notre ami Yvan. On va poursuivre cet échange toujours en restant sur ces débats des Lions indomptables du Cameroun. Yvan, on a évoqué en début de compétition la responsabilité individuelle des joueurs. Et toi et moi, lors des tout premiers débriefs de rencontre, on estimait qu'un garçon comme Franck-André Zambo Anguissa n'était pas suffisamment impliqué et ne se comportait pas comme un véritable capitaine. Sauf que, après nos critiques, à partir du troisième match et du quatrième match, on a vu un Zambo Anguissa qui a pris les choses en main. On a vu un Zambo Anguissa qui a désormais commencé à prendre du poids de la bête et à motiver ses garçons et surtout à être une sorte d'exemple sur le terrain en termes de motivation, en termes d'engagement et même en termes de maîtrise technique. Est-ce que finalement à ce niveau-là, pour rester sur lui de façon personnelle, on peut se dire que c'était un réveil tardif ou alors mieux vaut tard que jamais? Moi, je pense que de façon isolée, il ne pourrait pas faire grand-chose. Ouais. Que ce soit Zambo Anguissa, que ce soit André Onana, vous pouvez avoir toutes les qualités individuelles que vous voulez. Si au niveau du staff technique, on ne ménage pas les conditions, on ne met pas sur pied une façon de faire qui permet justement au collectif de profiter de ces individualités-là. Malheureusement, ce sera comme un point d'eau. On va taper poteau. Une goutte d'eau. Ouais, on va taper poteau. Ça va être comme une goutte d'eau. On dit chez nous ici en Côte d'Ivoire. Voilà, ça va être une goutte d'eau dans l'océan. Zambo Anguissa, heureusement, a réussi à élever son niveau lors des deux derniers matchs. Mais malheureusement, l'équipe dégageait beaucoup trop d'ondes négatives qui malheureusement a supplanté cette performance dont il a fait montre lors du troisième et du quatrième match. Donc pour toi, c'était beaucoup plus... c'était pas forcément technico-tactique, cette débat, mais elle était beaucoup plus liée à des éléments extra sportifs qui ont plombé la canne de l'équipe nationale du Cameroun. Donc, je pense que les éléments extra sportifs sont venus s'ajouter déjà aux carences technico-tactiques que nous on avait déjà relevées par avant. Je l'ai dit tout à l'heure, déjà la campagne de qualification a été très laborieuse. On se qualifie lors d'un dernier match où je pense que on doit notre exploit à deux hommes. André Onana qui avait été héroïque à Garoua dans les buts. Parce que si on rejoue la première mi-temps contre le Burundi, je suis pas sûr qu'on s'en sort à 0-0 à la pause. Et il y a
Ryan Bemo qui devant a réussi avec ses accélérations, ses percussions, bref, à faire les différences sur le plan individuel et finalement ça nous permet de s'en sortir avec une victoire 3-0. Là déjà, malgré ces éléments-là, on avait déjà pointé du doigt certaines carences et certains errements de cette équipe-là qui étaient comme des signes avant-coureurs d'une CAN qui allait être difficile. Si à côté de ça, vous y conjuguez maintenant tous les soubresauts qu'on a appris au sein de l'effectif, des problèmes de personnes, des problèmes d'ego, des problèmes extra-sportifs qui sont venus s'ajouter déjà à ces problèmes technico-tactiques que l'équipe avait, ça va de soi que ça a renforcé, ça a élevé un peu le niveau de difficulté de cette équipe-là et ça s'est construit et ça s'est positionné en plafond de verre en termes de performance pour le Cameroun dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais malheureusement, quand nous autres qui avons cette hauteur-là, ce sens de la jugeote, disions des choses pour alerter et pour tirer la sonnette d'alarme par rapport à un certain nombre de choses, nous on estimait qu'on faisait du sabotage, mais aujourd'hui, à l'heure du bilan, tout le monde est d'accord avec nous que finalement ça a plombé notre CAN. Si d'aventure il y avait quelque chose à sauver, malheureusement on n'a pas pu le faire. Amis internautes, on va vous annoncer cette information exclusive pour vous dire que le contrat de Rigobert Song arrive à son terme à la fin du mois de février qui arrive. On serait exactement le 29 février et selon nos informations exclusives, il ne devrait pas être reconduit à son poste de sélectionneur national du Cameroun d'après les dernières réunions qui sont tenues ici du côté de la Côte d'Ivoire. Donc ça pourrait donc être, ou alors ça pourrait donc avoir été le dernier match de Rigobert Song à la tête de l'équipe nationale du Cameroun, ce qui pour certains, de l'avis de certains, ne serait pas une bonne chose parce qu'ils estiment que, comme il a la reconstruction, il faut peut-être le laisser travailler. Non, la reconstruction, on l'a démontré tout à l'heure. C'est une supercherie, ça ne veut rien dire parce que c'est totalement hors contexte. Parce qu'au regard des joueurs qui étaient dans cet effectif-ci, on ne peut pas parler de reconstruction. Après, vous connaissez mon avis sur Rigobert Song. Personnellement, je pense qu'il n'a pas le niveau. C'est pas le dire ne veut pas dire que j'ai un point personnel avec lui. Du tout. Sur la base des éléments que nous avons, 6 victoires en 2 ans, ça fait une moyenne de 3 victoires par an. Je crois 9 défaites. Si on fait le rapprochement avec Conceição, pour qui une autre bourde sur le plan administratif nous a amené à se séparer de lui, c'était seulement 2 défaites en 2 ans, Conceição. C'est quand même une demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et je me suis amusé dans une sortie à dire qu'on a payé. Et c'est surtout un début de visibilité et même de lisibilité. Bien sûr, il avait commencé à construire quelque chose. Voilà, sur le plan du jeu, il avait commencé à mettre en place quelque chose qui semblait. On commençait à voir quand même le squelette d'un projet de jeu qui était lisible, avec des qui était référentiels qui étaient bien identifiés. Voilà, mais on s'est payé Conceição, le limogeage de Conceição à hauteur de environ 1,7 milliard. Donc presque 2 milliards de francs CFA. De francs CFA pour venir sortir en huitième de finale de Coupe d'Afrique des Nations avec un jeu complètement calamiteux. Et donc si après 2 ans, Rigobert Song, je me suis d'ailleurs, je l'ai d'ailleurs dit en d'autres occasions, si après 2 ans on continue à dire qu'on est en apprentissage, être en apprentissage, je ne veux pas dire qu'on doit tout le temps avoir 8 de moyenne, 6 de moyenne. Être en apprentissage veut dire que on peut ne pas avoir la moyenne, mais on doit au moins sentir que dans la sous-moyenne, il y a une évolution. Si vous aviez 6 au trimestre précédent, sur ce trimestre, vous pouvez quand même avoir 7, et on sent que sur 2 ans, vous parvenez quand même à atteindre la moyenne. Mais malheureusement, Rigobert Song en 2 ans, on a reculé, c'est qu'on est parti de 7 de moyenne à 3 de moyenne. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez mon avis de façon tranchée, pour moi, Rigobert Song, il doit libérer le plancher au sein de cette équipe, à la tête de cette équipe-là. Parce que pour moi, personnellement, j'estime qu'il n'a pas le niveau pour conduire une équipe comme celle des Lions notamment. C'est un avis que je partage aussi entièrement. D'ailleurs, lorsqu'il a été porté à la tête de l'équipe nationale du Cameroun, il y a de cela 2 ans, nous avions tiré la sonnette d'alarme pour dire que c'est un entraîneur qu'on aime bien, qu'on a bien aimé en tant que joueur, mais qui n'avait pas suffisamment de rudiments pour pouvoir conduire cette équipe-là. Et certains éléments liés à la statistique nous le montraient aussi, parce que sur les U23, sur les A', c'était toujours de la catastrophe avec Rigobert Song. On va avancer un peu, mon cher Yvan, toujours pour parler de cette équipe nationale du Cameroun. On sait qu'il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont se poursuivre dans quelques mois seulement. Il y a l'Angola et le Cap-Vert qui se profilent à l'horizon. 2 équipes qui, toi et moi, avons bien observé ici, en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas des noms ronflants du football africain, encore moins mondial, mais qui, dans le jeu, quand même, proposent quelque chose. D'où ma question, est-ce que le Cameroun est en danger, ou alors est-ce que le Cameroun n'est pas en danger pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde qui arrivent? Non, on dit qu'on n'est pas en danger, c'est se leurrer. C'est se leurrer. Et quand vous voyez le niveau de cette Coupe d'Afrique des Nations,
Et quand vous voyez le niveau qu'a affiché l'Angola, qui est quart de finaliste déjà de cette CAN, meilleure attaque de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous voyez le Cap-Vert qui peut potentiellement également se qualifier pour les quarts de finale parce qu'ils sont actuellement en train de jouer leur 8e de finale face à la Mauritanie. Et vous vous dites que le Cameroun a été mauvais dans le jeu, plus mauvais que les adversaires qu'on vient de citer, et qui lui est déjà sorti de la compétition. Je pense qu'il faut être de très très mauvaise foi, habité d'une mauvaise foi légendaire pour ne pas reconnaître que on est dans un groupe de qualification difficile et que nos deux prochains adversaires qui seront justement le Cap-Vert et l'Angola vont être des morceaux très durs à croquer. Honnêtement, on a eu la chance, j'ai envie de dire entre guillemets, de pouvoir faire un 4-6 lors des deux premiers matchs. Ça nous positionne jusqu'à présent, je crois, leader de la poule. Ouais. Ça va être extrêmement difficile et je pense qu'il faudra totalement changer de paradigme sur le plan du comportement, sur le plan du jeu, pour pouvoir espérer tirer notre épingle du jeu dans cette poule-là. Est-ce que Yvan, dans la perspective d'une qualification pour la Coupe du Monde qui arrive à très grands pas, quand on voit le groupe de Lyon qui était quand même ici en Côte d'Ivoire, on est d'accord toi et moi que beaucoup de ces joueurs malheureusement n'ont pas le niveau international requis pour pouvoir figurer dans la liste de l'équipe du Cameroun. On est d'accord au moins là-dessus sur ce principe-là. Est-ce que Yvan, il n'est peut-être pas temps d'aller convaincre, d'aller séduire certains jeunes qui, la mauvaise gestion de notre football aidant, ont décidé de tourner le dos à notre football. On pense à des garçons comme Carlos Baleba, à d'autres garçons comme Mouguet qui a tourné le dos, a préféré aller jouer avec l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'il n'est pas temps de passer à autre chose par rapport à ce qu'on a vu en termes de niveau de certains joueurs ici en Côte d'Ivoire lors de la CAN? Je pense qu'il faut déjà ouvrir le jeu au niveau de la concurrence. Ouais. Il ne faudrait pas donner à certains joueurs que la porte de l'équipe nationale leur est fermée. De ne pas donner l'impression non plus à d'autres qu'ils sont dans un lit douillet, dans un matelas douillet en sélection nationale. Encore que je pense que si on a des joueurs d'un niveau moyen, quand on parlait du Cap-Vert de l'Angola tout à l'heure, je suis pas sûr qu'en termes de potentiel individuellement parlant, leurs joueurs sont supérieurs aux nôtres. Ouais. Mais collectivement, ce sont des équipes qui dégagent tellement d'assurance, tellement de positivité que ça montre que derrière il y a un véritable travail de sape qui est effectué par l'encadrement technique. C'est pourquoi j'estime que si on n'a pas un banc qui est suffisamment solide, avec des joueurs qui sont moyens, ça va être extrêmement difficile de pouvoir exister dans des compétitions où il y a des concurrents d'un certain niveau. Donc, je le disais tout à l'heure, il faut ouvrir le jeu. Il y a plein de joueurs, il y a plein de Camerounais à travers le monde, les Dina, Bimbe et Tessera, qui sont capables de pouvoir aider cette équipe du Cameroun. Mais malheureusement, vous vous dites bien qu'ils sont en contact avec d'autres joueurs qui sont dans la tanière actuellement. Et quand ils entendent les sirènes de ce qui vient de cette équipe nationale-là, c'est pas forcément le contexte idéal ou alors l'ambiance idéale pour eux pour venir dans une sélection. Donc, il y a un certain nombre de choses à faire. Il faut potabiliser, il faut viabiliser, potabiliser, aseptiser l'environnement de cette équipe du Cameroun. Commencer par le sommet jusqu'à la base. Voilà, pour permettre non seulement aux têtes techniques de pouvoir travailler, mais également aux joueurs de pouvoir être dans des conditions atmosphériques adéquate pour pouvoir justement faire le travail. Yvan, on va sortir de cet échange avec toi. On a donné beaucoup de grilles de compréhension de cette débat à nos internautes qui nous suivent et qui vont d'ailleurs continuer de partager ce direct. On va sortir avec cette question, mon cher Yvan. On sait que Rigobertson, on l'a dit en exclusivité, son contrat ne devrait pas être reconduit après la fin de ce contrat-là, à la fin du mois de février. Mais pour toi, quel serait le portrait idéal, vraiment portrait physique, portrait moral si tu veux, lâche-toi, du futur sélectionneur du Cameroun? Et autre question dans cette question-là, es-tu pour ou contre la notion de nationalisation péremptoire? Je ne suis pas contre la notion de nationalisation parce que pour moi, ce qui doit primer au-delà de tout, c'est la performance, c'est la qualité de l'entraîneur qu'on met sur le banc de touche du Cameroun. C'est pas pour faire insulte à nos entraîneurs locaux, mais j'estime que nos entraîneurs locaux, malheureusement, si on vous demande aujourd'hui, regardez la Guinée équatoriale par exemple, c'est une des plus belles équipes de cette Coupe d'Afrique des Nations, elle a un entraîneur local sur son banc. Parce que dans certains pays, on a des entraîneurs locaux qui osent, qui vont ailleurs tenter des challenges, qui tentent des challenges avec les clubs locaux et qui en termes de performance réussissent à réaliser des résultats. La nationalité n'est pas un critère de performance. La nationalité n'est pas un gage pour pouvoir être nommé à la tête de la sélection nationale du Cameroun. Vous devez pouvoir faire vos preuves et maintenant mis sur la balance avec un entraîneur d'une autre nationalité. Si vous avez le même niveau de performance, ça va de choix que la nationalité nationale maintenant va rentrer en ligne de compte. Mais on a l'impression que nos entraîneurs, ils restent là, ils ne font rien, ils sont dans un confort relatif et ils estiment que sur le prisme de la nationalité, on va pouvoir leur confier le banc d'une équipe nationale du Cameroun. J'ai envie de me demander, un entraîneur qui est entré au championnat local au Cameroun peut venir, est-ce qu'il a
forcément le potentiel de pouvoir expliquer à Zambo Anguissa un schéma tactique. C'est pas pour dire que Zambo Anguissa connaît plus que lui, mais le niveau de performance, le niveau de compétition auquel lui il évolue, fait qu'il faut un entraîneur à un certain niveau, qui a entraîné à un certain niveau, qui a réalisé un certain niveau de performance pour pouvoir, ne serait-ce qu'en termes d'aura et en termes de respect, parce que quand vous êtes dans un groupe où il y a des stars, comme c'est le cas de l'équipe nationale du Cameroun, si vous êtes un entraîneur qui a une certaine petitesse sur le plan du pédigré, ça peut avoir son pesant d'or au niveau du management. On l'a souvent vu, même en club, on l'a souvent vu. Voilà, et donc j'estime que la nationalité pour moi ne doit pas être le critère prépondérant. La performance d'abord, ensuite la nationalité. Maintenant, s'il faut dresser le portrait de l'entraîneur idéal, il y a un nombre incalculable d'entraîneurs sur le marché. Personnellement, l'entraîneur qui, moi, en termes de qualité, en termes de personnalité, m'a toujours séduit, c'est Hervé Renard. À l'époque, j'avais estimé que si on vit Conceição, pour moi, il a le profil. Il connaît bien l'Afrique, 2 fois champion d'Afrique, les caractériels. Voilà, il peut tenir. Encore, mais là, à ce niveau-là encore, quand vous connaissez nos façons de faire, quand vous regardez l'administration de la fédération actuellement, je suis pas besoin que je ne pense pas que, pardon, je suis pas certain que le staff managérial de la fédération aujourd'hui, regardant sa façon d'opérer, observant tout ce qu'il y a eu durant cette Coupe d'Afrique des Nations comme ingérence dans le travail de l'encadrement technique, ils aient besoin forcément de recruter un entraîneur, une tête forte. Donc, Hervé Renard pour moi, surtout qu'il s'arrange déjà à couper des joueurs aux têtes fortes, voilà, les têtes des joueurs aux têtes fortes. Pour moi, Hervé Renard a le profil, un entraîneur comme Tom Saintfiet, qui a fait un formidable travail, voilà, formidable travail du côté de la Gambie. Je pense que c'est grâce à lui aujourd'hui qu'on parvient à placer la Gambie sur la carte footballistique africaine. C'est une équipe, je crois, avant la CAN chez nous, ils n'avaient pas encore participé à une CAN, si je ne m'abuse. Ils ont fait quart de finale. Ils ont fait 2 CAN avec. Voilà, 2 CAN, un quart de finale. Ça démontre que c'est un entraîneur qui s'est construit, qui s'est bâti quelque chose avec des joueurs qui ne sont pas forcément des jeunes au niveau. Donc je m'arrête sur ces deux exemples, on peut en citer d'autres, mais pour moi voilà des profils qui, si on les laisse travailler, j'insiste sur cet aspect-là, si on les laisse travailler chez nous, très important, pourrait nous permettre de franchir un cap. Amis internautes, vous avez donc tout compris sur cette débat des Lions indomptables du Cameroun. On vous le rappelle, les Lions, l'équipe du Cameroun a été éliminée, sortie de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy 2023 par l'équipe du Nigeria, Osimhen, qui voilà, a complètement bouffé nos défenseurs. Il a délivré une passe décisive sur ce but, le premier but nigérian, parce que défensivement, nous, on était complètement à la traîne. On va donc se quitter sur ces dernières images en direct de l'hôtel, du nouveau hôtel d'Abidjan, les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun qui ont quitté cet hôtel juste derrière nous, alors dans lequel nous sommes actuellement. Il y a une vingtaine de minutes, c'est en début de cette retransmission. Vous pouvez remonter le direct pour voir leur bus lorsqu'ils décollaient pour partir du côté de l'aéroport. Quant à nous, Yvan, on va se dire certainement à demain. À demain pour... Parmi ces joueurs, tu le disais, il y a Rigobert Song, Fabrice Ondoa, les 2 locaux, Lionel Adeba, Nathan Douala, Nou Tolo, Fabrice Ondoa, je l'ai cité tout à l'heure, Malcolm Bokele, qui lui par contre est encore là, si je ne m'abuse, et il va probablement prendre son vol plus tard dans la soirée en direction de la France. Raymond Kala, le team manager. Et on rappelle à nos internautes qu'une partie de la délégation a quitté l'hôtel hier. Certains sont rentrés directement rejoindre leur club en Europe. Certains sont partis très tôt ce matin comme André Onana. Et d'autres justement sont actuellement sur le chemin de l'aéroport pour mettre le cap sur le Cameroun. Vous savez donc tout, désormais amis internautes, sur l'actualité des Lions indomptables du côté de la CAN. La CAN, elle, est terminée pour la délégation camerounaise. Les Lions, on vous l'a dit, ils sont quittés pour la plupart pour rentrer soit dans leur club respectif, soit du côté du Cameroun. D'aucuns sont encore là dans cet hôtel, mais vont certainement quitter ce soir, notamment Malcolm Bokele du Girondin de Bordeaux qui partira d'un moment à l'autre et qui surtout, rappelons-le, nous a connu une interview exclusive avec des déclarations assez chocs qu'on vous permettra de suivre dès demain, certainement en matinée probablement, ou alors dans la journée, et vous aurez donc aussi sa version des faits sur tout ce qui s'est passé dans cette Coupe d'Afrique des Nations, Total Energy 2023 en Côte d'Ivoire, et sur beaucoup d'autres choses, son état de forme et tout le reste, son intégration en équipe du Cameroun. On se dit donc demain, amis internautes, pour un autre direct certainement, toujours en direct de quelque part en Côte d'Ivoire, pour la CAN se poursuit, pour l'équipe de CFoot. Notre CAN n'est pas terminé, le Cameroun est rentré, mais notre CAN se poursuit jusqu'au 11 prochaine date de la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Allez, à demain.